Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les présidents de région, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le président du groupe Michelin. Cette belle entreprise née en Auvergne, à Clermont-Ferrand, et qui se déploie dans le monde depuis maintenant 130 ans. Nous sommes l'entreprise du CAC 40 qui a le plus de présence internationale, puisque nous sommes présents dans 177 pays dans le monde. Et nous sommes une entreprise résolument industrielle et qui déploie ses activités dans 3 domaines, dans le pneu, autour du pneu et au-delà du pneumatique. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. Laurent Wauquiez a eu la gentillesse de me proposer de partager un certain nombre de convictions que je partage au sein de Michelin sur les questions de souveraineté industrielle. Alors, la première chose, c'est que l'industrie est quand même absolument indispensable à l'être humain. Il faut se rappeler quand même que la plupart des choses que nous avons ici et qui permettent à l'humain d'exercer toutes ses activités physiques sont liées à une activité industrielle. L'homo faber a besoin de fabriquer des choses. Alors bien sûr, nous avons aussi toutes les questions liées à comment nourrir l'intelligence, les émotions, toutes les parties intellectuelles qui font notre humanité, mais nous avons aussi une partie beaucoup plus physique des choses, et cette partie physique des choses, elle se fait dans l'industrie. L'industrie, c'est aussi indispensable dans le développement économique d'un territoire, puisque un emploi industriel, suivant le type d'industrie, dans un territoire, dans une région, va induire 1, 4, 5, 6, jusqu'à 10 emplois dérivés. Une entreprise comme Michelin a un tissu de fournisseurs, par exemple, de plusieurs centaines de milliers d'entreprises partout dans le monde. Nous avons aussi plusieurs centaines de milliers de clients dans le monde. Et puis nous avons aussi besoin de services d'autres types d'industries, parce qu'une chose qui est claire, c'est qu'une entreprise industrielle ne peut pas tout faire. Nous avons des spécialités et nous dépendons d'autres écosystèmes pour pouvoir exercer nos activités. La pandémie et la crise climatique nous ont rappelé à l'ordre sur le fait que la mondialisation heureuse, débridée, qui se traduit par finalement des délocalisations massives et où on oublie qu'il faut aussi être capable d'être souverain. Pour être souverain politiquement, il faut aussi être souverain industriellement. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, notamment en France, de rappeler à quel point l'industrie est essentielle. Et elle fabrique les choses qui permettent à notre vie quotidienne de pouvoir s'exercer. Alors, la souveraineté industrielle, c'est, contrairement à certaines idées que j'entends, ça n'est pas le repli sur soi. Ça n'est pas non plus la démondialisation, car nous sommes tous interdépendants. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention les présentations juste avant la mienne, et on voit bien, les niveaux d'interdépendance, ils sont à plusieurs niveaux. Vous avez un niveau local, vous avez un niveau territoire, vous avez un niveau régional, puis vous avez un niveau national, et puis vous avez un niveau international. Et par exemple, la répartition des ressources naturelles n'est pas équitablement répartie dans le monde. Donc nous devons composer avec l'énergie en provenance d'autres pays, avec des fabrications en provenance d'autres pays. Et donc, pour moi, il y a 4 grandes conditions à la souveraineté industrielle. La première, c'est qu'il faut avoir une vision et ne pas raisonner uniquement à court terme, parce que notamment les cycles de l'industrie sont des cycles longs. Une usine, quand vous prenez la décision d'implanter une usine de fabrication de pneumatiques, vous vous engagez pour plusieurs décennies, parce qu'il faut 3 ou 4 ans pour monter en production, et ensuite vous allez exploiter cet outil pour l'amener à maturité, encore une fois, sur au moins 10 ans. Et donc, nous avons besoin d'avoir décidé ce sur quoi nous voulions exercer notre souveraineté. Et la vision, elle est préalable. Alors, le plan France Relance 2030, c'est
début. Mais non seulement il faut une vision, mais dans la vision, il faut avoir fait des choix. Chez Michelin, nous avons décidé de ne pas être partout. Nous avons des spécialités, nous avons des savoir-faire particuliers, nous avons des connexions avec d'autres écosystèmes, et puis nous entretenons nos savoir-faire, nous nous étendons, mais autour de savoir-faire précis. Donc cette notion de vision, de détermination et de choix me paraissent indispensables. Alors nous devons donc déterminer les priorités stratégiques collectives que nous choisissons, et dans la question de la souveraineté, au moment où on se repose cette question, il faut choisir les technologies, d'investir sur les métiers en devenir, les métiers d'avenir, les industries qui vont changer la manière dont on fabrique les choses. Sur 130 ans, les machines de production que nous utilisions il y a un siècle ont profondément changé. J'ai échangé tout à l'heure avec Laurent Wauquiez sur des machines dernière génération que nous avons implantées dans une usine en France qui révolutionnent complètement la manière dont on fabrique un pneumatique. Et donc cette technologie c'est un bouleversement très important dans la manière dont on va pouvoir fabriquer des pneumatiques qui vont être plus performants, plus homogènes et beaucoup moins chers à fabriquer. Et donc il faut choisir. Parmi les technologies d'avenir, l'hydrogène est enfin pris en considération comme une énergie de substitution indispensable pour nos défis climatiques, mais aussi c'est l'opportunité de créer des filières industrielles extrêmement importantes qui vont de la production d'énergie verte, transformée et stockée à travers de l'hydrogène, qui est ensuite redistribuée vers des points de consommation. Et ensuite, vous avez toute la fabrication et la retransformation de cet hydrogène en électricité pour en fabriquer des automobiles ou des moyens de fournir de l'électricité dans les immeubles, etc. Mais vous avez aussi la fabrication additive, vous avez énormément de technologies qui, au niveau industriel, sont porteuses de futur. Et la France a énormément d'atouts de ce point de vue-là. Et j'apprécie aussi beaucoup de voir la région Auvergne-Rhône-Alpes avoir choisi des territoires sur lesquels elle voulait intervenir. Alors Michelin est présent dans 9 régions, de toutes les régions françaises, et chacune de nos régions, dans les dialogues que nous avons avec les présidents et les présidentes de région, nous déterminons finalement quelle est la spécialisation du territoire et finalement comment Michelin peut intervenir sur le territoire le mieux possible par rapport à la spécialité que le territoire offre. Donc par exemple, en Aquitaine, nous sommes plutôt sur la définition des élastomères en utilisant de la biomasse. Si je prends la région de Bourges, nous allons développer là-bas une nouvelle génération de structures gonflables. Quand je prends la région Grand Est, nous avons d'autres spécialités où nous sommes hyper spécialisés dans des câbles de très haute technologie, etc. Alors la vision aussi, elle doit être de long terme. Je parlais des cycles de vie. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu tous les jours. Une industrie, elle a besoin de stabilité. Et puis ensuite, il faut concevoir des écosystèmes larges. Privé, donc arrêtons d'opposer petites entreprises et grandes entreprises. Les grandes entreprises ont besoin de l'agilité et de la créativité des petites entreprises, et les petites entreprises ont besoin de la puissance de déploiement, de l'homogénéité et de la faculté d'accéder à des marchés que vont leur offrir des grandes entreprises. Et c'est ce continuum de... Michelin a démarré, était une toute petite entreprise. Et nous, aujourd'hui, nous créons au quotidien plusieurs petites entreprises qui, je l'espère bien, deviendront des groupes importants dans le futur. Alors, la deuxième condition, donc la première condition, vision et choix. Deuxième condition, c'est l'environnement favorable. Il faut aussi aimer son industrie, aimer et la promouvoir. Ce qui me frappe, c'est qu'une industrie, ce n'est pas uniquement un ensemble de machines. C'est un système humain qui, en fait, peut être très puissant, mais qui est aussi très fragile. Et donc le rôle du politique, ici, c'est de permettre l'amorçage,
de faciliter les connexions. Ce que nous faisons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est par exemple très intéressant pour connecter les entreprises entre elles, pour favoriser l'émergence d'idées et puis aussi favoriser l'accès à des marchés. Il faut un cadre réglementaire et fiscal stable également. Alors en matière de fiscalité, nous qui sommes mondiaux, on peut facilement comparer la pression fiscale qui s'exerce en France est sans commune mesure avec celle qu'on voit dans tous les autres pays du monde. Et pour arriver à générer 100 € d'excédent brut d'exploitation, de marge, vous aurez, quelle que soit votre activité, vous aurez subi une pression fiscale en France de 148 en 2022, alors qu'il n'y a pas un seul pays européen qui soit au-dessus de 85. Donc cet écart-là, il crée en France une difficulté dans l'implantation industrielle, parce que derrière, quand vous avez le choix de vous implanter, que vous arrivez en Europe, d'ailleurs, pourquoi choisir la France? Alors la France a énormément d'atouts. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que la France a très belles infrastructures, un capital de savoir-faire cumulé extrêmement important, des écosystèmes déjà développés qui sont très attractifs, mais il faut adresser ce problème de pression fiscale et il faut s'harmoniser au niveau au moins européen. Et ensuite, si on arrive à avoir une harmonisation au niveau mondial, ça sera absolument nécessaire. Et le dernier élément, c'est des règles du jeu équitables entre les différents pays, les différentes dans le monde, en fait. Et les règles du jeu équitables ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être exigeantes. Mais ça veut dire que si, d'un côté, vous acceptez des normes sociales dégradées, et de l'autre, vous acceptez que les produits qui viennent de ces pays dont les normes sociales sont dégradées puissent arriver dans vos pays à des coûts très inférieurs et puissent détruire des emplois qui ont été créés par des industries qui, elles, respectent un certain nombre de normes sociales, vous avez des distorsions qui sont difficiles à gérer. Et aujourd'hui, notre maturité au niveau mondial est insuffisante de ce point de vue-là. Donc c'est social, fiscal, et c'est des règles du jeu équitables sur les qualités minimum à obtenir, etc. La troisième grande condition sur la souveraineté industrielle, la troisième grande conviction, c'est l'accompagnement des mutations. Le monde bouge en permanence. Il ne s'est pas arrêté de bouger, il ne bouge pas beaucoup plus qu'aujourd'hui qu'il ne bougeait hier, mais il faut s'adapter en permanence. Et nous sommes aujourd'hui le fruit d'adaptations, de mutations énormes qui nous ont emmenés là où nous sommes, et il ne faut pas avoir peur des mutations à venir. Et là-dessus, il faut sortir d'une vision dogmatique et statique de l'industrie. Une industrie, elle s'adapte en permanence. Michelin se réinvente tous les jours. Nous développons, nous redéployons tous les jours. Et donc, une opération de fermeture crée beaucoup de traumatismes pour les personnes qui la suivent au moment où elles sont fermées. Il ne faut pas essayer de retenir la fermeture. Il faut exiger que les conditions de la fermeture soient acceptables pour les personnes qui sont en question au moment de la fermeture, et pour, après, la revitalisation d'un territoire qui a beaucoup donné, avec lequel il y a eu beaucoup d'échanges pendant plusieurs années, pour aider le territoire à recréer de l'emploi d'autres natures. Mais il ne faut pas empêcher les mutations, parce que sinon, en fait, vous tuez la compétitivité et donc la vitalité de l'entreprise à long terme. L'entreprise, ce n'est pas un musée, l'entreprise, c'est un organisme vivant qui s'adapte en permanence. Et puis, la quatrième condition, et c'est probablement celle qui est à laquelle je suis le plus attaché, et qui correspond au débat juste avant, c'est une entreprise, c'est un tissu humain qui active, crée, développe et redéploie des compétences. Et donc, comme c'est un système humain, la question de l'éducation et de la formation sont absolument cruciales. Et là-dessus, en France, nous avons un grand chemin à parcourir.
parce que nous avons beaucoup de décalage entre la réalité des métiers dont nous avons besoin et des compétences qui sont disponibles pour satisfaire ces métiers. Donc aujourd'hui, en France, concrètement, nous avons des difficultés à recruter et ce n'est pas uniquement une question de salaire. C'est aussi une question d'adéquation au poste, de capacité des personnes à être qualifiées pour les postes qu'elles vont occuper. Et puis cette notion, j'aimais beaucoup cette référence sur le caractère dynamique. Il faut, après, non seulement former initialement, mais ce n'est pas fini une fois qu'on a eu une formation initiale. En fait, il faut être prêt à se former toute sa vie. Pendant tout son parcours, l'apprentissage fait partie des choses fondamentales. Je ne suis pas capable de définir tous les métiers qui vont exister dans 5 ans chez Michelin. Et ça crée beaucoup d'anxiété chez les personnes. Et nous avons ce dialogue avec l'ensemble des salariés chez Michelin qui me disent « Oui, mais alors qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais être adapté ?» Et je leur dis « Mais bien sûr, parce que nous allons vous former. Nous allons vous accompagner dans le redéploiement de vos compétences. » Alors, nous allons essayer d'imaginer ensemble quel devrait être le type de métier auquel vous allez devoir, qui pourrait vous intéresser dans le futur, quelles sont vos compétences de départ et ensuite comment vous accompagner. Et là-dessus, c'est pareil. En France, nous avons une trop grande séparation entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Ça doit être beaucoup plus perméable. Il faut faire découvrir ce qu'est l'industrie à nos jeunes, dès le plus jeune âge. Et après, la personne choisira d'elle-même. Il faut valoriser tous les types de métiers, pas uniquement certaines élites, pas uniquement certains types de formations. Les métiers, il y a des métiers passionnants, d'électromécaniciens, de mainteneur de machines, de développeurs de machines. Il y a des métiers incroyables pour tous. Par contre, la constante pour tous ces métiers, c'est que nous allons devoir les adapter en permanence. Donc, c'est ce que nous faisons dans différentes écoles de formation et nous sommes en train d'essayer de développer avec la région, l'aide de la région et puis l'aide de l'État. D'ailleurs, plus l'aide de la région aujourd'hui que l'aide de l'État, sur des nouvelles modalités de formation pour tous, et pour tous les métiers. Parce que les comptables, les ingénieurs machines, les personnes responsables de maintenance, les agents de production sont tous confrontés à cette mutation. L'agent de production aujourd'hui, il a un métier complètement différent de celui qu'avait son grand-père dans nos usines. Et c'est bien. Par contre, c'est vrai que pour les individus, c'est très angoissant. Et je terminerai par il faut redonner dès le plus jeune âge, à nos enfants, dès le plus jeune âge, le goût des sciences. Les sciences, ce n'est pas pour aider à la logique. Je suis frappé par une espèce de dérive aujourd'hui où finalement on ne se forge pas son propre jugement. La langue, le langage, c'est le début des mathématiques. C'est comprendre la signification d'un mot, l'agencement des mots à avoir une signification. Et c'est le début des mathématiques. Je suis frappé de voir qu'en France, nous avons un certain nombre de personnes qui, en 6e, ne savent pas positionner une virgule. C'est-à-dire dire un demi, où est-ce que je le mets entre 0 et 1 ? Où est-ce que je le mets entre 1 et 2 ? Ce type de choses-là, c'est indispensable dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas, dans le monde dans lequel nous sommes, dans lequel la technologie va nous assister grandement, il faut faire la part des choses. Si ma calculatrice, quand je lui tape 2 plus 2, me donne 10 000, il faut que je sache dire j'ai probablement tapé quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, je suis frappé de voir que quelquefois, des personnes qui sortent d'un cursus assez élevé, quand la machine va leur dire 2 plus 2 égale 10 000, elles vont écrire 10 000. Et ça, c'est très sérieux. Et la France, de ce point de vue-là, a décroché. Je le vois par rapport à d'autres pays dans le monde. Pour une industrie, la science, c'est indispensable. Comprendre un minimum de mathématiques, et il faut faire la distinction entre les mathématiques de base qui permettent simplement d'avoir une certaine logique, de se mouvoir dans le monde, de forger son propre jugement, d'une élite mathématique. Nous avons une élite mathématique indéniable. Par contre, nous avons besoin
d'avoir des gens qui ont ce contenu scientifique, pas uniquement dans les mathématiques, mais les mathématiques, c'est un langage, une façon de décrypter le monde. Et les sciences, c'est une autre façon de décrypter le monde. L'innovation, qui est indispensable dans la souveraineté industrielle, elle va passer par un contenu scientifique. Voilà, donc j'en ai terminé sur ce que je voulais partager avec vous, et je voulais vous dire que la souveraineté industrielle fait partie d'un rêve collectif. Elle doit faire partie de notre rêve collectif à tous les niveaux. Au niveau local, hyper local, une ville, un quartier, une usine, mais aussi un territoire, et ensuite au niveau national. Et puis ensuite, il faut qu'on ait une ambition qui aille au-delà de notre simple nation. Et la France, elle doit s'inscrire dans l'Europe. L'Europe, c'est la seule maille équivalente à ce qu'on a en Chine et aux États-Unis. Ça ne veut pas dire la négation des spécificités de la France, ça veut dire qu'il faut que la France s'inscrive dans une Europe des nations. Et vous pouvez compter sur Michelin pour apporter la contribution et faire son petit bout dans ce chemin vers la souveraineté industrielle de la France. Merci beaucoup.